Alors, on évoquait hier sur Boursorama ces secteurs porteurs pour l'avenir, évidemment les nouvelles énergies, la santé, le cloud. Aujourd'hui, à l'inverse, on va parler d'un secteur qui est totalement laminé en bourse, qui est frappé violemment donc, par cette crise sanitaire, c'est le secteur aérien. En témoigne le cours de l'action Air France, hein, moins 60% depuis le début de l'année. Certains pourraient être tentés justement d'être contrariants, peut-être passer peut-être un petit peu trop tôt. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles aux âmes contrariantes, parce qu'on sait qu'en bourse, il faut savoir faire des paris contrariants. Ceux qui se disent, voilà, les cours des compagnies aériennes, c'est vraiment trop bas, c'est à la cave. Vous leur dites quoi? Le message en gros, puis après on rentre dans le détail. Hein. On adore être contrariant, mais pour le coup, mais pas sur là. les compagnies. Non, pas là. Pas là, parce qu'on on a, bon, évidemment, on manque de superlatifs pour parler de la crise actuelle, même pour les autres secteurs. Mais sur l'aérien, on a quand même une évaporation totale du chiffre d'affaires. On doit être à moins 97% du chiffre d'affaires, quand dans d'autres secteurs, on est à moins 50, moins 60, moins 70. Donc, personne n'est préparé à vivre une telle période. Et les compagnies aériennes, en plus, pour le coup, ne sont pas véritablement les sociétés les mieux préparées à vivre ce genre de tempête. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, qui peut supporter une baisse de son chiffre d'affaires de 97% quoi. Ouais. Sans espoir de reprise non plus, en plus. Hein, à court terme. Oui, c'est ça. Déjà des entreprises qui ont des liquidités. Alors, le secteur n'est pas connu pour avoir cette force-là. En Europe, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, elles auraient pu en avoir, mais elles ont préféré dépenser leur liquidité pour faire des rachats d'actions. Elles le payent aujourd'hui. Et vous avez un secteur qui, pour revenir aux compagnies européennes, qui sont dans un domaine très concurrentiel. Vous savez, on pouvait aller partout en Europe pour quelques 40, 50 euros il y a encore peu de temps. Ça tire les prix continuellement vers le bas parce que vous avez des compagnies historiques qui sont encore présentes, les compagnies low cost qui viennent leur tailler des croupières. Il n'y a jamais eu véritablement d'assainissement de ce côté-là, ni de concentration. Donc c'est un secteur où les marges sont très très faibles, d'autant plus que les coûts sont à l'inverse élevés. Et il est probable d'ailleurs qu'avec les nouvelles contraintes réglementaires sur le plan sanitaire, ça ne s'arrange pas. Donc vous avez une rentabilité qui est fragile. Oui, il y a un kérosène. Bon, on me dirait les avions sont cloués au sol, mais le kérosène n'est pas cher. Hein. Le kérosène n'est pas cher, puisqu'on parle des coûts. Hein. Mais effectivement, les avions ne volent pas. C'est tout le problème. C'est le drame. C'est que elles ne peuvent pas en profiter. Ça représente à peu près 20% des coûts, le kérosène. Et effectivement, ça pourrait constituer un atout, mais le souci, c'est que déjà, historiquement, il y a une grande volatilité des cours du pétrole, ce qui constitue un problème pour les compagnies, c'est toujours difficile. Certaines ont par le passé cherché à se couvrir face à cette volatilité. Air France l'a fait et elle s'est pris les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que sa stratégie de couverture lui a coûté plus cher, finalement, que le prix réel du kérosène. Et pour les années qui viennent, peut-on véritablement tabler sur des prix du pétrole bas? Ce n'est pas notre anticipation. Pour notre part, on pense que justement la baisse des investissements, l'implosion qui est en train de se produire sur le schiste américain, va faire que la production va se tasser et finalement les prix du pétrole pourraient remonter, ce qui constituera un nouveau choc pour les compagnies. Donc en gros, ce que vous nous dites, Laurence, c'est que cette crise frappe à un secteur qui déjà a des handicaps. Oui, c'est ça. En fait, les compagnies aériennes fonctionnent quand tous les feux sont au vert. Dès qu'un feu passe à l'orange, c'est difficile pour elles. Par le passé, les chocs économiques, elles sont toujours en première ligne. Pour les chocs géopolitiques, dès qu'il se passe quelque chose, pareil, les voyages baissent et elles sont encore en première ligne. Et maintenant, vous avez les chocs sanitaires. Donc, c'est un secteur extrêmement sensible, extrêmement volatile. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Elles sont au bord de la faillite. Mais voilà, et elles l'auraient d'ailleurs peut-être été si les États n'étaient pas venus à leur secours. Avec des aides qui sont, j'y pas intéressé, mais qui sont conditionnées. On a vu en France, hein, au niveau d'Air France, mais je vous laisse nous raconter ça. Le choix, c'est la faillite ou laisser l'État venir les sauver. Il y a eu donc Air France qui a obtenu un prêt garanti de la part de l'État. Lufthansa est en train de discuter également avec l'État allemand. Mais ce n'est pas, comme vous le dites, il y a des contraintes qui vont avec. C'est pas cadeau. Par exemple, ne serait-ce qu'en termes financiers, une partie du prêt qu'a octroyé Air France se fait au taux de 7%. Ce
pas véritablement facile à gérer pour une entreprise qui est en difficulté. Et après, vous avez, d'ailleurs Bruno Le Maire l'a tout de suite dit, vous allez avoir des contraintes sur la stratégie de l'entreprise, sur le plan environnemental. Il faut expliquer, hein, Avant il la faudra, crise, si j'ai bien compris, Air France devra réduire la voilure sur les trajets qui peuvent être effectués en train qui prendraient pas plus de 2 heures et demie, exactement. c'est ça, hein? Là où il y a une alternative, la compagnie sera contrainte de supprimer ses vols. Ah ouais. Euh, disons que l'État prend la main sur la stratégie. Avant la crise, l'enjeu était déjà de se dire on va taxer un peu plus les compagnies aériennes pour financer la transition écologique. Elles étaient déjà mal vues. Maintenant, on va carrément prendre en main leur stratégie pour les contraindre de ce côté-là. Et il y en a une autre également de contrainte, c'est sur le plan politique et social. Un État qui aide une entreprise n'accepte pas derrière qu'il y ait des licenciements. Donc la flexibilité qui serait nécessaire au niveau des coûts, puisqu'aujourd'hui elles n'ont plus de chiffre d'affaires, elles n'ont plus de clients, la nécessité de réduire la voilure est rendue impossible par la présence de l'État. Donc effectivement, ça les sauve de la faillite, mais est-ce que ça leur donne véritablement un avenir et une capacité de rebond? Je m'interroge. Ouais, ça c'est pour la partie coût. Après, il y a la partie rentrée, chiffre d'affaires. À quoi ressemblera et quand un retour à la normale dans un avion, dans un voyage aérien Non, je sais pas. Il y a un gros point d'interrogation là aussi, hein. Exactement. L'association du secteur du transport aérien parle d'un retour à la normale en 2022-2023. Wow. Donc on est loin, c'est 2-3 ans. Et puis quelle années, normale? Enfin, normale, vraiment, vraie normale ou une autre forme de normalité? Je pense que quand ils parlent de normal, ils espèrent un retour au chiffre d'affaires de 2019. Ah. Mais ça nous paraît encore une fois. Et ben quoi, il y a 3 ans à faire le gros dos, quoi. Ouais, sans liquidité, avec l'État aux commandes. Vous savez que l'État stratège, on n'y croit pas trop. Vous avez deux types de clientèle dans les voyages, enfin les transports aériens. Vous avez le tourisme. Alors effectivement, le tourisme, on peut se dire qu'une fois qu'on aura un vaccin, il y aura une fin à cette crise sanitaire. Le tourisme va reprendre. Vous avez quand même des sondages qui sont menés justement par la IATA, qui est l'association du secteur, qui nous dit que 40% des clients ne reprendront pas un avion avant 6 mois, même dans le meilleur des cas. Vous avez les premiers résultats en Chine et en Australie d'une reprise très modérée des vols, alors qu'il n'y a plus de cas de Covid. Les gens n'ont pas encore confiance. Vous avez une reprise à niveau de 40% des vols en Chine, mais les vols sont vides. Donc c'est vraiment symbolique. En Australie, on est à 10% des vols. Donc là-dessus, ça va être mou. Alors ça, vous allez me dire, ça va reprendre progressivement, ok, très bien. Mais vous avez un autre souci, et là, c'est plus structurel et c'est un nouveau monde qui souffle peut-être, c'est sur les voyages d'affaires. Les voyages d'affaires, c'est un petit peu la vache à lait du secteur, c'est là où ils ont une rentabilité la plus élevée. Si on prend Air France, par exemple, sur les longs courriers, vous avez 20% des passagers qui sont en voyage d'affaires, et ça représente 40% du chiffre d'affaires. Donc c'est là-dessus qu'il y a des marges, c'est là-dessus que les compagnies font de l'argent. Maintenant, avec ce qui s'est passé, cette espèce de test forcé du travail à distance, des réunions par Teams, par Zoom, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont superflus. On le savait déjà, beaucoup de ces déplacements étaient déjà décriés, mais on a vu en pratique que c'était faisable de s'en passer. Et je crains que les voyages d'affaires ne retrouvent jamais, en tout cas pas à un horizon Leur normalité. décent, leur normalité. Le rythme de croisière, on va dire, pour filer la métaphore. Exactement. En bourse, on a vu Exactement. Warren Buffett, on va finir là-dessus, jeter l'éponge et se solder toutes ces participations dans les compagnies aériennes. On lui dit qu'on lui fait confiance ou on est contrariant par rapport à ce que fait Warren Buffett? Vous savez, Warren Buffett, il était positionné sur les compagnies américaines. Les compagnies américaines, elles sont 2 fois plus rentables que les compagnies européennes. Et malgré ça, il a jeté l'éponge en disant qu'on avait un changement de donne qui était durable et violent. Donc, j'ai envie de lui faire confiance quand même sur ce point-là. À l'inverse, vous avez effectivement, vous le disiez au début, la tentation des petits porteurs de se porter qui se disent, moins 60% sur Air France, la valeur elle est basse, on se dit, je la garde l'action de quelques années, pourquoi pas? Ça vaut pas le prix des avions d'Air France, etc. Enfin, par exemple, vous prenez Lufthansa, on perdait encore il y a peu de temps 1 million d'euros à l'heure. Donc la valorisation d'une entreprise qui est perdante à ce niveau-là de liquidité, elle ne signifie plus grand-chose en termes de capitalisation. Vous avez une société qui va être reprise par l'État. Le risque, véritablement, c'est de se faire diluer complètement par l'État, puisqu'au début, on parle de prêts,
il y a de fort probabilité quand même que ces prêts se transforment ensuite en actions, voire une nationalisation. Dans ce cas-là, vous disparaissez du schéma et vous avez acheté. Donc on laisse tomber, quel que soit, encore une fois, dans le secteur aérien, quelle que soit la compagnie aérienne, même les low cost, pour vous, on n'y va pas? Et on finit là-dessus. Si on a vraiment envie d'y aller, je dirais que les low cost sont préférables par rapport aux compagnies historiques. Mais franchement, je pense qu'il n'y a pas urgence, que c'est pas vraiment le secteur à privilégier pour Il y a d'autres espérer, secteurs effectivement, sinistrés qui sont plus à privilégier, c'est ça, vous écoutez? qui sont plus flexibles, plus adaptés à vivre Pensez à quoi? ce passage difficile. Même le tourisme, même les hôtels. Les hôtels seront bien plus capables de s'adapter à une nouvelle donne que le secteur aérien. Voilà, point de vue signé donc, Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci beaucoup Laurens, bonne journée. À bientôt, David. Salut. Au revoir.